Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous, comme vous devrez le savoir, qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, à qui profite le crime? Nous avons tous entendu la rumeur que la Guinée va accepter d'installer une base militaire de la junte française en Afrique, à la frontière avec le Mali. Nous avons tous entendu ça. À qui profite le crime? Vous vous souvenez, nous allons faire une analyse purement politique. Parce que les documents, beaucoup de gens en parlent. Moi, je veux aborder un autre aspect qui est purement politique. Vous vous souvenez du discours d'Emmanuel Macron devant les ambassadeurs de France, qui disait qu'il doit passer à la vitesse V, qui a décidé de mettre en place 1,6 milliard d'euros pour faire passer justement la désinformation, lutter contre l'avancée de la Russie en Afrique, s'attaquer aux médias africains, aux panafricanistes. Ces 1,6 milliard était plus utile en Ukraine que pour faire des médias français comme RFI, France 24 et autres, des médias de propagande, des médias de guerre. Ils le sont déjà, mais cette fois-ci, c'est une déclaration ouverte du président de la République. Cette déclaration, c'est pas aller en l'air. Ce que vous voyez là, ce sont les conséquences justement de cette déclaration. C'est l'argent qui a été mis en jeu pour utiliser les médias. Et quand c'est comme ça, on utilise n'importe quel média qui est suivi par les Africains. On s'attaque d'abord à tous ceux qui suivent, tous ceux qui écoutent. Hein? Vous savez, ce n'est pas la guerre que nous menons aujourd'hui contre la France-Afrique, c'est une guerre asymétrique. On n'a pas un lieu spécialisé où on vient, on s'envoie des obus et tout. Non, on se tire dessus. Non, 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 non. Ça se passe là aussi maintenant, dans le domaine du cyber. Et la France est à l'œuvre. La France fait son avancée. Personne n'a intérêt à ce que le Mali et la Guinée puissent avoir des problèmes. Personne. En tout cas, pas aucun panafricaniste, que je sache. Aucun réel panafricaniste. Puisque nous demandons maintenant un axe
Mali, Guinée, Burkina Faso. C'est ce que nous demandons. Pour commencer la création des États-Unis d'Afrique. Nous demandons à ce que déjà les 3 pays-là puissent aller dans le même sens, puissent avoir une monnaie commune, puissent créer leur marché et sortir de la CEDEAO, définitivement. Vous voyez, donc nous n'avons aucun intérêt. Le Mali non plus, surtout pas le Mali. Les autorités maliennes n'ont pas un intérêt. Les autorités guinéennes savent qu'ils sont dans le même bateau que le Mali. La Guinée, là, est dans le même bateau que le Mali. Et ils savent aussi que accepter une base militaire chez vous, c'est accepter que la France amène le terrorisme. C'est accepter que le terrorisme puisse monter en puissance dans votre pays. Le cas du Burkina Faso. En 2013, lorsque la France venait s'installer au Mali, il n'y avait pas d'attentat terroriste au Burkina Faso. Les gens disent que non, c'était Blaise Compaoré. L'année qui suivait, Blaise Compaoré était parti, mais il n'y avait toujours pas d'attentat. Mais ce sont les militaires français, les mercenaires de sabre, qui ont fait venir comment vous appelez ça, les terroristes et les djihadistes sur le terrain. Et aujourd'hui, ils occupent 40% du territoire. Donc, chaque fois, vous allez entendre, là, le Bénin a accepté, non? Vous allez voir. Parce que lesquels qui leur donnent les informations? C'est bien la France. Le Mali l'a prouvé. Et le Mali l'a prouvé. C'est les Nations Unies qui ne veulent pas que le monde entier puisse le savoir. Mais nous savons déjà que le Mali a des preuves tangibles. Irréfutables. Nous le savons. Bref, le discours là montre bien que c'est normal qu'il puisse y avoir des actions pareilles. C'est normal, c'est tout à fait normal. Maintenant, il y a un autre fait frappant qui m'a permis de me dire que, ben oui, effectivement, c'est la France qui est derrière. Regardez, lorsque le gouvernement, les autorités guinéennes ont apporté le démenti, ils apportent le démenti, ils sont entourés de plusieurs autres personnalités, y compris l'ambassadeur de France en Guinée. Les Guinéens ont parlé, le ministre guinéen a parlé, il a expliqué que non, il n'y avait rien de tout ça. Nous allons nous battre pour protéger notre territoire nous-mêmes. On n'a besoin de personne. C'est un message que la Guinée envoyait directement à la France, que non, on n'a pas besoin de votre aide. C'est clair, il n'y a rien à faire. Mais maintenant, après, il accorde la parole à l'ambassadeur. Voyez l'attitude de l'ambassadeur. Je vous invite à regarder encore cette petite séquence-là. C'est 2 minutes seulement, où le ministre parle. Le ministre guinéen parle et il accorde la parole à l'ambassadeur. Vous allez voir que l'ambassadeur transpire à grosses gouttes et l'ambassadeur a rougi. Parce que monsieur l'ambassadeur était embarrassé, monsieur l'ambassadeur était confus. En diplomatie, je vous l'ai déjà dit, les signes ne tombent pas. L'ambassadeur avait honte. Est-ce que cette situation, c'était pour mettre la Guinée devant le fait accompli en se disant que la Guinée ne pourra pas apporter un démenti? On n'en sait rien. Mais en tout cas, toujours est-il que ça remonte à la France. Quand vous regardez, vous suivez, vous vous souvenez du discours d'Emmanuel Macron. L'autre, dès qu'il ouvre sa bouche sur l'Afrique, là, c'est du poison. Dès qu'il ouvre sa bouche sur l'Afrique, c'est du poison. Et vous avez l'attitude de l'ambassadeur. Monsieur, on l'appelle pour venir m'apporter. Le ministre a parlé, il ne transpirait pas, il était à l'aise. Les autres qui étaient, vous regardez bien derrière, non, il n'y a pas de problème, ils sont à l'aise, ils écoutent le démenti du ministre sans problème. Mais quand on a accordé le ministre à la parole à l'ambassadeur, monsieur a rougi sur le champ. Monsieur a commencé à transpirer sur le champ. Ça veut dire qu'il connaissait quelque chose. Ça veut dire qu'il est pour quelque chose. Ça veut dire aussi qu'il a peur des représailles.
Eh oui, il a peur des représailles. Il a peur d'être viré. Vous savez, mais ça montre bien qu'il connaissait quelque chose. Nous avons vu ça aux Nations Unies, lorsque Boutros Ghali était secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, et il voulait postuler pour un deuxième mandat. Tout le continent africain, tous les pays africains ont soutenu sa candidature pour un deuxième mandat. Les États-Unis ont dit non, nous ne voulons pas de celui-là. Très bien. Les États-Unis ont demandé aux pays africains de se réunir dans l'immédiat. Et pendant que, quand ils se réunissent, les États-Unis vont, plutôt les pays africains, vont soutenir la candidature d'un certain Amara Essi, un Ivoirien, qui avait été ministre des Affaires étrangères, ambassadeur de la Côte d'Ivoire à New York, et puis, enfin, représentant permanent de la Côte d'Ivoire à New York, aux Nations Unies, et puis, il avait été aussi déjà directeur général de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Donc, il connaissait la maison très bien. Il parlait anglais, parlait français. Là encore, les Américains, par la voix de Madeleine Albright, disent qu'il n'est pas bon, il est trop francophile. Ok, très bien. Maintenant, les gars se cherchaient, qu'est-ce qu'on va prendre? Il y avait un ancien secrétaire général de l'OUA à l'époque, qu'on avait aussi rejeté. Et là, Madeleine Albright vient en pleine réunion où les Africains sont en train de se concerter pour trouver un candidat. Madeleine Albright vient rentrer dans la salle. Et qui va l'accueillir? Kofi Annan. Elle embrasse Kofi Annan. Tout le monde savait, à l'instant même que non, c'est lui que les Américains veulent. Et c'est lui que les Américains veulent. Vous savez pourquoi? Parce que Madeleine Albright ne tendait même pas la main aux Noirs. Elle était tellement raciste que pour tendre la main aux Noirs, il faudrait que ce soit dans des circonstances particulières où elle ne peut pas faire autrement. Pire encore, venir lui donner sa joue, oh mais dis donc, c'est pas possible. Donc quand elle vient, elle embrasse Kofi Annan devant tout le parterre des chefs d'État et de gouvernement africains. Tout le monde, les gens sérieux, ont compris que c'est lui qu'il faut. C'est là que les Africains vont soutenir la candidature de Kofi Annan. Donc, voyez-vous, les signes en politique, là, ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Donc, pour répondre à la question, à qui profite le qui? C'est à la France. C'est la France qui a lancé cette rumeur. Et ça sera comme ça dans beaucoup de domaines. Pour nous salir, parce que c'est ce qu'on appelle l'empire du mensonge, les médias mensonges. Ils ne font que ça. Même en Ukraine, on ne vous dit pas la vérité. Si vous écoutez France 24, LCI, c'est même pas la peine. En France, les gens manifestent, LCI dit non, ils n'ont pas manifesté en France. Il n'y a pas eu de manifestation. Et c'est après qu'ils viendront, quelques jours après qu'ils viendront demander des excuses. Mais c'est trop tard, ils ont déjà fait passer le message. Donc nous devrons, en tant que panafricanistes, faire très attention lorsque nous écoutons les médias nous donner des informations sur l'Afrique. Parce que moi, ce qui me concerne, c'est l'Afrique. Le reste, là, ça m'est égal. Je m'en fous éperdument. L'Afrique me concerne au premier chef. Faites attention. Même ceux qui se disent panafricanistes peuvent être manipulés ou bien peuvent être corrompus. On a déjà vu des cas comme ça. Faites attention. Apprenez à vérifier les informations avant de les divulguer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, ve, yamalembe. Soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Abou, Abia.
ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.